L'autocar Mercedes-Benz de l'association Bus des femmes débarqua porte de Pantin sous une pluie battante aux alentours de 2 heures du matin. Comme chaque jeudi, il descendit la bretelle du boulevard périphérique et se gara à proximité de la porte où travaillait une dizaine de prostituées nigérianes. 5 militantes munies de parapluies et de prospectus en descendirent et se dirigèrent vers elles. Certaines prostituées s'éloignèrent aussitôt pour les éviter. D'autres écoutèrent leur laïus sur la prévention du sida et les hépatites, mi-désabusées, mi-amusées. La plupart d'entre elles affichaient une vingtaine d'années, à l'exception d'une adolescente, menue, aux longues tresses savamment attachées en chignon. Elle portait une jupe courte et un top bleu ciel moulant. Légèrement à l'écart, elle observait la scène comme si elle hésitait sur l'attitude à adopter. Une bénévole vint lui parler. L'adolescente esquissa un geste de refus. Elle jeta un bref coup d'œil à la BMW noire stationnée à une trentaine de mètres de là, puis se résolut finalement à écouter. Elle accepta de cette femme un dépliant sur les MST et un rendez-vous pour un test de dépistage la semaine suivante. La bénévole lui demanda son âge, mais elle ne répondit pas. Lorsqu'elle leva à nouveau les yeux, 2 Nigérians en colère sortaient de la BMW en hurlant et piquaient un sprint dans leur direction. Un vent de panique souffla sur les prostituées. Elles cessèrent de sourire, se débarrassèrent des prospectus et se mirent à invectiver les bénévoles en français, en anglais, en igbo ou en yoruba. Un rictus fugace éclaira le visage de l'adolescente. Elle prit une profonde inspiration, s'extirpa de la cohue et se mit à courir à toutes jambes vers le bus. « Justice, justice, justice » cria-t-elle en s'engouffrant à l'intérieur, lançant des coups d'œil terrorisés autour d'elle. Les Nigérians fondirent la meute de prostituées et de bénévoles et se jetèrent sur le bus. Le chauffeur referma les portes. Les 2 proxénètes martelèrent la carrosserie de coups de poing et de pied, s'adressant en français au chauffeur pour qu'il ouvre sous peine de représailles, en yoruba à l'intention de l'adolescente pour qu'elle soit la seule à comprendre les horreurs qu'il lui promettait lorsqu'il l'aurait sortie de là par la peau du cou. Serena Monnier, journaliste au quotidien Le Monde, et la bénévole qui était dans le bus à ce moment-là, se réfugièrent dans le fond avec l'adolescente. Elle tremblait de peur autant qu'elle. Une barre de fer apparut comme par enchantement dans les mains de l'un des types. L'une des vitres étroites de la porte explosa. Le plus enragé des 2 Nigérians s'arc-bouta sur le battant et tira de toutes ses forces afin de se ménager une ouverture. Le chauffeur lança le moteur, prêt à démarrer au cas où. Puis il s'arracha à son siège, attrapa un extincteur et frappa au hasard mains, épaules et crânes des assaillants à sa portée, jusqu'à ce qu'une sirène de police retentisse non loin de là. L'enragé se rua une dernière fois sur la porte, fourra la main sous son pull et brandit un revolver qu'il pointa sur le chauffeur par la vitre brisée. « Ouvre !» Le chauffeur ne bougea pas, les yeux rivés sur le canon de l'arme. L'extincteur roula au sol. Les prostituées et les bénévoles formaient un arc de cercle muet autour de la scène qui s'élargissait au fur et à mesure qu'il reculait, prêt à se jeter à terre si le type se mettait à tirer. Des voitures s'entassaient au feu rouge en arrière-plan. Des visages curieux ou sidérés se tournèrent vers eux derrière les pare-brises. Des vitres s'entr'ouvrirent, un portable apparut pour filmer la scène. Le Nigérian s'excita. « Ouvre, putain !» La sirène de police se rapprocha. Le feu tricolore passa au vert. Les voitures s'éloignèrent dardard. L'autre proxénète secoua la tête. Il saisit le bras de son comparse par la manche et prononça des paroles que Serena Monnier n'entendit pas. L'instant d'après, les 2 hommes s'enfuyaient jusqu'à leur véhicule, démarraient en trombe et disparaissaient au sommet de la bretelle d'accès du boulevard périphérique. La fugitive jaugea longuement Serena Monnier avant de se passer la langue sur les lèvres et de s'éclaircir la voix. « Je m'appelle Yasmine Doyoum, dit-elle d'une voix franche. Je vais bientôt fêter mes 15 ans et je veux vivre. » Jasmine revenait de l'enfer. Elle s'exprimait en anglais la plupart du temps ou dans un mauvais français matiné-digbo, sa langue maternelle. Elle venait de Lagos. Elle se prostituait pour le compte d'un réseau qu'il avait fait venir clandestinement du Nigeria alors qu'elle n'était qu'une enfant.
Elle voulait que ça cesse. « Ils sont la mort, je suis la vie, je veux vivre », avait-elle répété à plusieurs reprises. En décembre 2018, elle quittait sa terre natale, le Nigeria, pour un long périple à travers le Niger et la Libye, contre 35 000 naira, environ 75 €, et la promesse de suivre un apprentissage pour devenir coiffeuse comme sa sœur aînée. Elles étaient une vingtaine comme elle, ainsi qu'une quarantaine d'hommes, très jeunes pour la plupart, sur la chaloupe qui les conduisit à travers la Méditerranée jusqu'à la terre promise, l'Europe. L'embarcation ne valait rien. Elle prit l'eau, ils durent écoper, et pour finir, elle chavira. De longues heures plus tard, un bâtiment italien vint les secourir, mais il était trop tard. Yasmine était l'unique rescapée du naufrage. Idriss, celui à qui elle avait confié son sort, sa virginité, son passeport, s'était noyé avec les autres. Bon débarras, je suis tirée d'affaire, avait-elle pensé alors. Mais elle se trompait lourdement. Idriss n'était qu'un passeur. Ses contacts en Italie attendaient leur livraison avec impatience. Il n'en restait qu'une sur 20, qu'à cela ne tienne. Ils allaient s'occuper d'elle et se refaire de leur perte. Un type nommé Gabriel Chéhou Ousmane organisa son enlèvement du camp de réfugiés, lui fournit des faux papiers et la plaça dans un train pour Nice. Par un tour de passe-passe, la dette de 35 000 naira contractée au Nigeria explosa. Jasmine devait à présent 35 000 €, près de 500 fois plus. Les amis de Gabriel à Nice étaient un couple de proxénètes qui lui expliqua à coups de trick qu'elle n'étudierait pas la coiffure tout de suite. Pas avant d'avoir remboursé l'intégralité de ce qu'elle devait, plus les intérêts de la dette, le loyer de l'appartement où elle logeait, la nourriture, les fringues, la protection, la surveillance. Ils lui offrirent le kit complet de la parfaite prostituée, préservatifs, talons hauts et vêtements faciles à retirer, puis la confièrent à d'autres filles comme elle qui lui expliquèrent les tarifs, les prestations et la frappèrent, parce que sa jeunesse leur volait des clients. Cela dura près d'1 mois avant qu'elle parvienne à trouver la force de s'enfuir une première fois. Elle n'alla pas loin. Ils la rattrapèrent à Menton et crurent lui avoir fait passer l'envie de recommencer, mais ils ne firent qu'attiser sa rage. Jasmine attendit son heure et pour sa deuxième tentative, elle atteignit Paris. Là encore, ils retrouvèrent sa trace. Le couple de Mac niçois n'était que l'une des extrémités d'une pieuvre qui étirait ses tentacules sur la France entière. 2 semaines après, un comité d'accueil musclé la dénichait dans le squat où elle s'était réfugiée, près de la gare de Lyon. Elle fut enfermée, battue, violée, des jours durant, jusqu'à ce qu'elle les supplie de lui redonner une chance de les rembourser. Là encore, ils crurent l'avoir brisée. Là encore, sa rage décupla. Jasmine était une guerrière. Elle tint bon de longues semaines à Vincennes, puis à Pantin, jusqu'à cette nuit de juin 2019. Depuis, Serena ne l'avait plus quittée, y compris lors de son audition 3 heures après. À l'officier de police qui l'interrogeait, Jasmine mentit sur son âge, son nom et sa situation pour ne pas se retrouver aussitôt placée, confiée à la police aux frontières ou pire encore, elle connaissait la musique malgré sa jeunesse. Elle présenta Serena comme une amie de longue date et la supplia en douce de l'héberger quelques jours. Serena joua le jeu et accepta sans hésiter, comme s'il s'agissait d'un cadeau que la jeune Nigériane lui offrait. Jasmine lui ouvrit son cœur, Serena lui accorda sa confiance. Elle lui donna un double des clés, un toit, lui paya des vêtements de son âge, puis elle l'écouta, des jours durant, sans prendre de notes, de peur de briser le fragile équilibre qui s'installait entre elles. La journaliste prit la mesure de l'ampleur de ces révélations, la dangerosité de l'empire tentaculaire auquel l'adolescente venait d'échapper et les conséquences que ça pourrait avoir sur son avenir, ici ou là-bas. « Il te faut un bon avocat », lui suggéra-t-elle. « Je n'ai confiance qu'en toi », rétorqua Jasmine. « Tu es journaliste, tu es femme, tu es citoyenne française, tu peux raconter ce que j'ai vécu, le monde entier t'écoutera et te croira. » Serena lui caressa la joue en souriant. « Ça ne suffira pas. » Jasmine Douyoum avait la rage chevillée au corps. Depuis son arrivée en France, elle ne s'était pas contentée d'attendre une occasion de s'enfuir.
Elle avait aussi réfléchi à ce qui se passerait après son évasion. Pour elle, bien sûr, d'abord, à presque 15 ans, rien ne pouvait vous empêcher de rêver à des lendemains qui chantent. Pour sa famille, là-bas, au Nigeria, qui la croyait certainement morte, mais aussi pour les salauds qui avaient fait d'elle une esclave. Pour eux, elle imaginait un traitement spécial du genre sanglant, comme dans Léon, ce film de Luc Besson qu'elle avait vu enfant, où Mathilda, la jeune héroïne, apprenait à rendre coup pour coup après l'assassinat de sa famille. Jasmine était Mathilda. Jasmine était un pur condensé nigérian de Mathilda, même si dans sa version du film, Léon était un proxénète pédophile du nom de Gabriel Cheo Ousmane, qu'elle devait également éliminer. La colère, ça aidait aussi à tenir. Un voile noir assombrissait pourtant ses yeux quand elle évoquait sa soif de vengeance, comme s'il s'agissait d'un poids trop lourd à porter maintenant qu'elle était libre de sa vie et de son corps. Serena lui présenta un de ses amis, Pierre Faure, un avocat expérimenté qui défendait depuis près de 30 ans des associations de victimes de prostitution. Il pouvait l'aider à porter son fardeau. Il lui proposa, mieux qu'une vendetta personnelle qui risquait dans le meilleur des cas de l'envoyer croupir en prison pour le reste de ses jours, un procès de grande ampleur, inculpant tous les responsables de son calvaire et dont son témoignage serait la clé de voûte, à 3 conditions. Qu'elle accepte qu'il la représente, qu'elle lui livre absolument tout, les noms, les lieux, jusqu'aux détails les plus sordides. Enfin, qu'elle promette de ne jamais se rétracter par peur des représailles sur elle ou sur ses proches. Jasmine accepta sans scier. Ce sera un procès dur, violent et probablement dangereux, précisa Pierre Faure avec gravité. Elle hocha la tête. Je sais. Ses yeux brillèrent d'un drôle d'éclat. Je connais tout d'eux, ajouta-t-elle. J'ai tout mémorisé, tout. Leur nom, leur visage, leurs signes particuliers, leurs tatouages, leurs manies, leurs fantasmes, les numéros de téléphone, les adresses, les clients. Ces gens-là ne se méfient pas d'une gamine qu'ils croient stupide et terrorisée. Écoutez-moi bien, parce que je vais tout vous dire. Et je vais vous présenter d'autres filles comme moi qui accepteront peut-être de témoigner si je le leur demande. Terrorisée, Jasmine l'était. Stupide, jamais. Elle avait effectivement une masse colossale d'informations à fournir. 8 mois durant, elle fit montre d'un courage à toute épreuve. Elle reprit l'intégralité de son récit pour Maître Faure et Serena, contrainte de se remémorer chaque détail de son calvaire. Elle déposa plainte et dut endurer à de nombreuses reprises les questions des officiers de police judiciaire de la brigade de répression du proxénétisme, de la brigade parisienne de protection des mineurs, d'un juge pour enfants, puis les expertises psychiatriques et médicales, les confrontations à l'aveugle avec des proxénètes arrêtés au fil de l'enquête ou des clients interpellés avec d'autres filles lors de descentes de police. À maintes reprises, sa parole fut remise en question, faute de preuves suffisantes ou à cause de son jeune âge. On lui balança en pleine figure que son cas n'avait rien d'exceptionnel, qu'elles étaient des milliers comme elle, du Nigeria bien sûr, mais aussi de Roumanie ou de Chine. Si elle se rétractait, cela ne changerait pas grand-chose à l'affaire. Une goutte d'eau dans l'océan de la misère humaine. Certaines de ses anciennes compagnes d'infortune nièrent et l'accablèrent pour se protéger. Elles la traitèrent de menteuse et de manipulatrice. Jasmine faillit crier grâce. En septembre, elle fut scolarisée. Elle crut que ça y était. Elle allait pouvoir vivre et respirer normalement. Mais au bout de 2 semaines, un policier vint la chercher au collège en plein cours de mathématiques devant les autres élèves et il fallut recommencer et répéter les faits encore et encore parce que la procédure judiciaire en cours l'exigeait, puis affronter les regards soupçonneux de ses camarades et de ses professeurs le lendemain. Cela se reproduisit plusieurs fois. Parce que les filles comme Jasmine n'en finissaient jamais de payer pour des crimes qu'elles n'avaient pas commis. Elle était nigériane et sans papier. Elle avait choisi la voie de la justice et la Mathilda qui peuplait ses fantasmes vengeurs ne dormait jamais vraiment. Pourtant l'avocat tint parole. Contre vents et marées, il obtint que ce procès rare ait lieu devant la cour d'assises de Paris et soit programmé au printemps suivant dans l'ancien palais de justice. « Je vais y aller », dit Serena à Pierre Faure,
un soir où Jasmine était rentrée en larmes après un énième rendez-vous chez le juge pour enfants. Où ça? Là-bas, au Nigeria. L'avocat soupira. Pourquoi faire? Serena leva les yeux au ciel et lui expliqua qu'elle avait besoin d'aller voir ce qui se passait au Nigeria, de rencontrer d'autres filles comme elle. Jasmine était une enfant quand elle avait quitté Lagos. Elle ne pouvait pas lui raconter ce qu'elle n'avait pas pu voir parce qu'elle était trop jeune. Serena souhaitait continuer à écrire sur la traite des Nigérianes et sur celles qui se battaient contre. Elle avait déjà pris contact avec des journalistes là-bas qui l'avaient orientée vers des ONG qui militaient contre les violences faites aux femmes. Elle s'était rapprochée de l'une d'entre elles, Free Queens of Nigeria, basée à Lagos et Abuja. Quand elle avait exposé au téléphone à sa fondatrice son envie d'enquêter sur les réseaux proxénètes, la femme avait ricané. Puis elle lui avait expliqué patiemment que la prostitution au Nigeria était comme un puits sans fond brassant des centaines de milliers de femmes. « Je vais être franche avec vous », l'avait-elle prévenu. « Ça ne sert à rien. Vous ne ferez que raconter ce qu'il a déjà été des milliards de fois, en pure perte. Ça soulagera votre conscience, ça fera un bon papier en France, mais ici, ça ne nous sera d'aucune utilité et je perdrai mon temps avec vous. » J'imagine que tu ne l'as pas lâché. Serena grimaça. J'ai bien fait. Il y a une semaine, elle m'a rappelé avec une proposition. Laquelle? Serena pinça les lèvres. Elle s'est renseignée sur le procès de Yasmine Douyoum. Elle a lu mes articles sur le réseau de Nice. Ses partenaires et elle estiment que je peux leur être utile là-bas, au Nigeria. Elle organise ma venue à Lagos, m'assure un hébergement, me donne accès à ses contacts, m'ouvre les portes des locaux de son ONG, promet de m'aider à retrouver la trace de la famille de Jasmine, à une seule condition, que je m'engage à enquêter en tant que journaliste européenne, non pas sur les réseaux de prostitution et les victimes de la traite, mais sur elle, sur Free Queens et les victimes, sur Free Queens, sur les autres ONG qui, comme elle, œuvrent sur le terrain, sur leur travail de militantisme, sur les prostituées qui se tirent de cet enfer grâce à elle, pour montrer que les choses peuvent changer, que la prostitution n'est pas une fatalité et que les Nigérianes peuvent prendre leur destin en main. Selon elle, personne n'écrit jamais rien là-dessus, alors qu'elles sont des centaines d'associations à se battre pour les droits des femmes à travers tout le pays. Elles ont besoin de visibilité, de lever des fonds pour financer leur campagne de prévention et d'un écho plus important auprès des décideurs européens. Depuis peu, la société nigériane bouge beaucoup sur ces sujets. Les langues se délient, notamment grâce à Free Queens. Il existe des journalistes indépendants au Nigeria, mais la plupart des organes de presse sont muselés ou corrompus, sinon menacés de mort dès qu'ils s'attaquent à ces sujets-là. Elles-mêmes risquent leur vie tous les jours. Une série d'articles pourrait servir leurs intérêts. Personne n'oserait s'attaquer frontalement à une journaliste française munie d'une carte de presse internationale. L'avocat hocha la tête. Tu ferais office de bouclier si je comprends bien. Serena hocha la tête. Exactement. J'ai trouvé l'idée géniale. Sur le principe, le sujet intéresse The Guardian et Le Monde. J'ai un peu de fric de côté, alors je vais faire mon boulot de journaliste et enquêter. L'avocat ne commenta pas, un sourire perplexe aux lèvres. C'est à ça que je sers, non ? Poursuivit-elle, agacée par son attitude. Le Nigeria est un endroit dangereux pour une journaliste blanche et donneuse de leçons. Serena le toisa. Ne sois pas condescendant, Pierre. Mon boulot est terminé ici. L'avocat sourit. Tu pars quand? Demanda-t-il. Demain. Jasmine est au courant? Serena s'adossa au fauteuil, l'air satisfait. Bien sûr, c'est même elle qui m'a parlé de l'existence de ces ONG. Fort haussa les épaules. Vous êtes aussi folles l'une que l'autre. Serena sourit et écrasa crânement sa cigarette dans le cendrier. Tu as peur des femmes libres, l'avocat?